Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Je reçois aujourd'hui Adam Awad, directeur de la publication de Financial Afrique, pour décortiquer les révisions publiées la semaine dernière par la Banque mondiale de ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour 2023, donc pour l'année en cours et pour l'année prochaine. Des prévisions globalement revues à la baisse à cause de la détérioration de la conjoncture mondiale. Alors pour notre région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, la croissance devrait ralentir à 3,5% cette année et à 2,7% en 2024. En Afrique aussi, de nombreux pays ont vu leurs prévisions de croissance revues à la baisse, notamment en ce qui concerne les 10 plus grandes puissances du continent. Bonjour Adam Awad, merci de vous joindre à nous depuis Dakar par Skype. Bonjour. Alors, première question, peut-être pour les plus novices, donc une révision des prévisions de la Banque mondiale, est-ce un process normal et sinon, pourquoi avoir revu ces prévisions à la baisse? Je parlais dans mon introduction d'une conjoncture mondiale assez instable, mais encore. En fait, oui, c'est tout à fait normal et ordinaire que la Banque mondiale revoie ses prévisions à la hausse ou à la baisse. Mais là, ce qui est frappant, c'est la forte différence entre ce qui était prévu il y a à peine 6 mois et aujourd'hui, ce qui est prévu. Donc, il y a eu des chocs exogènes assez puissants comme l'inflation, la crise géopolitique russo-ukrainienne, la hausse des taux d'intérêt, notamment auprès des grandes banques centrales comme la Fed et la BCE, qui a affecté la croissance, puisque le maître mot, c'est lutter contre l'inflation, mais lutter contre l'inflation, c'est un peu sacrifier la croissance. Donc, c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qui aboutit à un risque de récession. Et comme le dit la Banque mondiale, la deuxième récession en une décennie, ça n'est jamais arrivé depuis 80 ans. Oui. Alors, on parle de taux de croissance. Alors, pour la Banque mondiale, justement, il y a, vous avez parlé tout à l'heure de la hausse de l'inflation, il y a aussi le resserrement des conditions financières, donc les taux d'intérêt, mais il y a aussi, c'est une inflation importée en ce qui concerne les hydrocarbures et les produits énergétiques. Pour les pays et les économies importatrices, cela a largement impacté leur croissance pour l'année écoulée, pour 2022, quid de 2023. Et là, je fais clairement référence, et d'ailleurs comme l'a fait la Banque mondiale, au Maroc et l'Égypte. Qu'est-ce qui devrait changer pour 2023 pour ces deux pays importateurs de pétrole? Alors oui, effectivement, c'est non seulement deux pays importateurs de pétrole, mais c'est deux pays qui ont des économies très diversifiées et qui sont très ancrés dans les métiers mondes. Donc, c'est deux pays qui subissent de plein fouet l'impact donc, de la hausse des coûts de l'énergie. Mais ce qu'on remarque, c'est que ce sont deux pays en Afrique du Nord qui affichent aussi et qui vont afficher de fortes croissances, notamment en 2023 pour le Maroc. On s'attend à une croissance de 3,5%. Et là, c'est pratiquement au-dessus ou sur la moyenne de l'Afrique du Nord. L'Égypte aussi, en dépit de sa faiblesse qui est liée à sa monnaie, la livre égyptienne qui a subi une vraie dépréciation. Donc l'Égypte aussi va afficher la plus forte croissance en Afrique du Nord. Donc ce sont deux pays qui pourtant subissent effectivement les effets de la crise énergétique, qui subissent les effets de l'inflation importée, mais qui tiennent, et je pense que ça, c'est lié plus à la diversification de leurs exportations et à la diversification de leurs économies. Et vous remarquerez que ce sont deux pays touristiques, donc deux pays qui sont très liés aux industries du transport aérien et des voyages, et ce sont des industries qui sont en train de remonter la pente. Donc, ça explique aussi le fait que ces pays sont plutôt en forme par rapport, en général, à des pays trop dépendants de l'énergie et du pétrole. Alors, outre le fait de diversifier, n'est-ce pas, ces sources de création de valeur, il y a aussi les dépenses publiques, en ce qui concerne en tout cas le Maroc, qui devraient largement compenser la faiblesse de la consommation des ménages qui subit
pour le coup, de plein fouet les effets de l'inflation. Peut-être un mot là-dessus, un mot sur l'apport de la dépense publique pour ces économies-là. Oui, alors, en temps de crise, en temps d'incertitude, les ménages et certains agents économiques ont tendance souvent à réduire leur consommation. Donc, c'est Oui. ce qu'on voit. Et l'État marocain, c'est un État un peu qui est keynésianiste par la masse de la dépense publique consacrée à l'investissement, mais aussi au fonctionnement de l'économie d'une manière générale. Pourtant, sur ce point, on voit qu'il y a une forte pression, notamment du Fonds monétaire international, qui pousse le Maroc à encore abandonner des subventions, à faire des ciblages et des fléchages justement de la distribution de cette subvention envers les populations les plus nécessiteuses. Mais toujours est-il qu'effectivement, la faiblesse ou la baisse de la consommation des ménages sera compensée largement, et c'est ce que dit la Banque mondiale, par la hausse des dépenses publiques. Alors, on a parlé des pays importateurs de pétrole. Quid des pays exportateurs de pétrole qui ont engrangé des bénéfices extraordinaires à cause de la hausse du prix du baril l'année dernière? Qu'en est-il de l'année en cours, en sachant que beaucoup d'observateurs tablent sur une baisse du prix du baril pour 2023 ainsi que 2024? En témoignent d'ailleurs les chiffres qui ont été publiés par la Banque mondiale, cette révision à la baisse de ses prévisions de croissance. On voit que le Maroc, pour 2023, c'est une croissance autour de 3,5%, 3,7% pour 2024. Or, c'est le contraire qui se passe chez le voisin algérien, où les prévisions de croissance pour 2023 ont été revues à la baisse pour quelque chose comme 2,3%, avant de baisser davantage d'un demi-point pour 2024, alors que c'est un pays exportateur d'hydrocarbures. Pourquoi, justement, cette inflexion, ou je vais dire cet inversement de tendance entre pays importateurs et exportateurs d'hydrocarbures? Oui, on le voit clairement que, par exemple, le PIB d'un pays comme l'Algérie est étroitement lié à la hausse ou à la baisse du baril de pétrole, avec plus de 18 milliards. L'Algérie a des réserves de 23 mois d'importation, mais le revers de la médaille, c'est que c'est un pays qui dépend à 90% du pétrole. Donc, les exportations hors pétrole représentent à peine 11%. Vous voyez bien que dans ces conditions-là, tout dépend en réalité du pétrole et du gaz. Le revers de la médaille, justement, c'est qu'il y a une évolution du PIB qui est très erratique, et puis il y a aussi cette redistribution des richesses qui pourra difficilement se faire puisque le pays engrange des recettes, mais comment imiter toute l'économie, comment diversifier ces recettes et la répartir sur l'ensemble l'ensemble de la société algérienne. Donc là c'est un vrai défi parce que le problème de l'Algérie, mais aussi du Nigeria et pas mal de pays pétroliers, c'est cette absence de diversification économique. Il n'y a pas assez de PME, il n'y a pas assez d'entreprises exportatrices, hors bien sûr pétrole et hydrocarbures. Donc, il n'y a pas forcément une classe moyenne, je dirais moderne, c'est-à-dire une classe moyenne entrepreneuriale. Il n'y a pas des entreprises championnes nationales. On voit par exemple les banques marocaines en dehors du Maroc qui sont très présentes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et même sur l'océan Indien. Et jusqu'à présent, l'Algérie peine à sortir de son territoire ses champions nationaux, tout justement parce que tous ces champions dépendent en réalité de l'industrie du pétrole. Donc, c'est un petit peu la Sonatrach Country, l'une des plus grandes compagnies d'énergie en Afrique, mais qui peine aussi, comme la plupart de ces sous-compagnies ou de ces filiales, à sortir du territoire algérien. Et il y a un autre risque d'ailleurs qui a été évoqué par la Banque mondiale, il s'agit de la montée des tensions sociales et l'instabilité politique, donc des facteurs susceptibles d'entraîner de nouvelles contractions économiques et une hausse de la pauvreté. Où se situe l'Algérie là-dedans? Oui, vous savez, quand il n'y a pas la redistribution de richesses, les perspectives sont forcément très étroites pour la jeunesse algérienne.
pour tous ces jeunes qui sont formés dans les écoles. Et il y a donc cet effet de saturation au sommet, en effet qui est à la fois économique, social et politique. Donc l'Algérie, tout d'ailleurs comme la plupart, et là j'insiste vraiment dessus, la plupart des pays africains qui sont étroitement liés au pétrole et qui n'ont pas diversifié leurs économies, donc ce sont des pays qui sont exposés, qui sont très fragiles, exposés d'abord socialement puisqu'il y a de plus en plus de contestations, et exposé aussi politiquement parce que la manne pétrolière, la rente pétrolière crée une sorte de dépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, et les pouvoirs politiques ne pourront pas, avec l'augmentation de la demande sociale, l'augmentation de la démographie, l'augmentation des besoins et des aspirations, ne pourra pas satisfaire toutes ces revendications. Très bien. Alors, toujours en ce qui concerne, n'est-ce pas, les prévisions pour 2023, il y a un aspect très important qui est soulevé par nombre d'économistes, c'est ce resserrement des politiques monétaires. Il y a aussi cette visite de la patronne de la Fed en Afrique, comme vous le savez, cher Adam Awad. Que peut-on attendre d'une telle visite, en sachant que, eh bien, le fait que la Federal Reserve américaine ait adopté une politique très laxiste en termes monétaires a fait qu'exacerber l'inflation mondiale. Donc, que peut-on attendre d'une visite d'une telle personnalité sur le sol africain ? Alors, vous avez bien fait de le souligner. D'une part, nous avons une Federal Reserve qui est très agressive, qui augmente ses taux d'intérêt donc à presque chacune de ses réunions, et qui se soucie très peu de ses alliés africains, puisque nous subissons le contre-coup de ce resserrement de sa politique monétaire. Et d'autre part, il y a ce souci de contrer l'avancée de la Chine, l'avancée que je dirais inéluctable de la Chine, qui est devenue non seulement le premier bailleur de fonds de l'Afrique, tout pays confondu, mais aussi son premier partenaire commercial et son premier investisseur. Donc, les Américains ont tenu au mois de décembre un sommet USA-Afrique à Washington. Donc, il y a eu des promesses d'investissement, de partenariats commerciaux, je pense de 15 milliards de dollars. Et là, Janet Yellen est venue en Afrique principalement pour parler de la Chine et pour parler de la dette et des investissements américains. C'est pourquoi ce voyage commence par le Sénégal, dont le président assure la présidence tournante de l'Union africaine, et se poursuivra en Zambie, pays qui est justement un pays symbole par rapport à la dépendance à la dette chinoise, puisque vous vous rappelez, l'année dernière, la Zambie était quasiment en défaut, et il a fallu une intervention très forte et du FMI et des États-Unis pour renégocier la dette zambienne. Aujourd'hui, on peut dire que la Zambie est sortie du territoire du défaut, mais n'est pas encore sortie de l'auberge, puisque la Chine refuse jusqu'à présent de rejoindre le G20 dans les programmes de restructuration qui ont été engagés. D'ailleurs, vous le remarquerez, que Janet Yellen arrive en même temps à Lusaka que la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, qui est aussi là-bas. Mais apparemment, ce serait une coïncidence, dit-on. Dit-on, vous faites bien de préciser que c'est ce que l'on dit, effectivement, que la coïncidence d'agenda fasse que la patronne du FMI et la patronne de la Fed se retrouvent en même temps dans le même pays. Mais cela nous mène aussi à dire, effectivement, vous avez parlé d'investissement, on parle de prévision de la Banque mondiale. Est-ce que les investisseurs sont très regardants en ce qui concerne ces prévisions-là, parce qu'on parle de révision à la baisse, parce que ça devrait inquiéter les investisseurs, ou au final, c'est au cas par cas et ça dépend vraiment de la politique du doing business correspondante à chaque pays. Alors je dirais que les prévisions de la Banque mondiale font partie un peu du canevas économique, on les attend, mais les investisseurs ne fondent pas leur opinion en général sur ces prévisions. Ce sont plutôt les prescripteurs, les agences de notation. La dette aussi, et les bailleurs de fonds, puisque vous avez parlé du FMI. Est-ce qu'ils sont regardants justement par rapport à cela ?
Alors, les investisseurs extérieurs, les investisseurs détenteurs de la dette, oui, parce que non seulement la dette, le coût de la dette ou le prix, la valeur des coupons de la dette évolue en fonction des taux d'intérêt, et le taux d'intérêt de base, ça reste le taux d'intérêt de la Fed, c'est les bons à 10 ans, etc. Donc, tous les investisseurs qui sont détenteurs de dette, effectivement, suivent les perspectives de la Banque mondiale, mais à mon avis, ils suivent beaucoup plus les taux d'intérêt, l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution de l'inflation. Et dans nos pays, ils suivent aussi les prévisions inscrites dans les lois de finances, l'évolution de l'inflation et de nos taux d'intérêt. Par contre, les investisseurs qui sont actifs sur le marché financier africain, parce que de plus en plus, nos trésors se refinancent en monnaie locale, que ce soit à la bourse de Casablanca ou à la BRVM à Abidjan ou bien à la BVMAC comment dirais-je, à Libreville. Ces investisseurs, cette catégorie d'investisseurs, elle suit vraiment les conditions mises en place par nos banques centrales. Je vous donne juste une illustration. Dernièrement, le Tchad recherchait 100 milliards de francs CFA sur le marché financier de la BVMAC. Ce qui s'apparentait à une facilité a été très dur puisque les investisseurs étaient très peu nombreux à se joindre à cette demande tchadienne et il a fallu prolonger l'opération. Donc, à mon avis, c'est un signal très fort que les investisseurs trouvent que les conditions posées par la Banque centrale de la CEMAC, Afrique centrale, ces conditions ne sont pas favorables à l'investissement. Très bien, dernier mot, Adam Awad, sur effectivement ces perspectives de croissance des pays africains. Vous avez parlé tout à l'heure des pays exportateurs de pétrole, mais aussi il y a d'autres pays qui sont en train de diversifier leurs économies respectives en se basant sur l'industrialisation sous toutes ses formes, la transformation de la matière première. Il y a une bonne trajectoire, en tout cas vers cette industrialisation des pays d'Afrique subsaharienne, mais quelques goulots d'étranglement persistent, notamment en ce qui concerne l'énergie, n'est-ce pas? Et ce qui nous pousse aussi à parler de ces nouveaux engagements climatiques. Vous y croyez, vous, quand on parle d'électrifier l'Afrique grâce aux énergies renouvelables? Est-ce une priorité selon vous en tant que directeur de publication d'un magazine financier et qui justement se penche sur ces problématiques et ces opportunités-là? Alors, y croire, oui, j'y crois. J'y crois en tant que citoyen du monde. Je pense que notre planète souffre. Oui. Mais quand on voit la réalité africaine, on ne peut ne pas sourire à la question, puisque à l'heure où on parle, 600 millions d'Africains n'ont pas encore accès à l'électricité. À mon avis, ça, c'est quelque chose de très important. Et je viens de la brousse. Il y a 24 heures, j'étais en plein dans la savane africaine et j'ai été étonné encore de voir combien il y a très peu d'électricité, combien l'électricité, c'est un luxe. Donc, je pense que l'Afrique croit, d'une manière générale, à la transition énergétique. Peut-être il faudrait la faire autrement puisque les centrales thermiques ont montré leurs limites et qu'aujourd'hui, le renouvelable est une vraie solution. Au Maroc, vous avez par exemple la centrale de Ouarzazate qui est la plus grande au monde. Donc, je pense que ces projets doivent être dupliqués un peu partout, de l'éolien, du solaire, mais aussi de l'hydrogène. Donc, ça peut donner une vraie réponse. Et on peut aller à un mix énergétique au-delà de 35% très facilement. Le Sénégal, déjà, y est presque. Donc, il y a des possibilités que l'Afrique doit exploiter et ces possibilités sont à la fois dans le thermique, dans ce que je dirais les énergies fossiles, mais aussi dans les énergies renouvelables. Donc, c'est peut-être un mix très harmonieux qu'il faut mettre en place en fonction de nos possibilités d'un pays à l'autre. Très bien, merci beaucoup Adam Awad, directeur de la publication de Financial Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous accueillir. Je vous remercie. C'est la fin de cette séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.